Nous allons dans ce tuto parler du concept de surcharge. La surcharge n'était pas existante en C. En C, quand vous codiez une fonction avec un nom particulier, à partir de là, ce nom ne pouvait plus être utilisé pour une autre fonction. Avec C++, vous pouvez avoir plusieurs fonctions qui portent le même nom. Nous parlons de surcharge. Le mieux, c'est certainement un petit exemple. Je vais faire un nouveau projet C++. Je vais l'appeler, 02, pourquoi pas, overloading, ou surcharge en français, comme vous voulez. Donc, c'est un projet C++, et comme montré précédemment, je fais en sorte qu'il compile automatiquement à la sauvegarde. Parfait. À partir de là, je vais ici coder une fonction qui renvoie à rien. Elle s'appelle simpleDemo. Elle prend 0 paramètres. Quand je serai dans cette fonction, j'afficherai simpleDemo with 0 parameters. Très bien. À partir de là, je peux sans aucune difficulté invoquer cette fonction. Tout semble compiler parfaitement. On exécute le programme. Et donc, effectivement, nous sommes bien à l'intérieur de notre fonction. Maintenant, regardez, là où il y a une différence entre C et C++, c'est qu'en C++, je peux faire un simpleDemo qui va accepter en paramètre un entier. À partir de là, je reprends mon affichage. Et là, je fais simpleDemo with an integer parameter. Comme vous pouvez le constater, le programme compile parfaitement. Il y a bien deux fonctions qui s'appellent simpleDemo. L'une prend 0 paramètres, l'autre prend un paramètre de type entier. Du coup, avec cette syntaxe, j'invoque notre première fonction. Mais si je le souhaite, je peux maintenant faire un simpleDemo avec une valeur 3 par exemple. Dans ce cas-là, bien entendu, c'est la signature, la fonction qui a la signature avec un entier, qui sera invoquée. Regardez, je relance l'exécution du programme. Première fois, nous avons bien celle à 0 paramètre d'invoquer. La seconde fois, nous avons bien celle avec un entier. Allez, encore quelques exemples. Je continue à rajouter des fonctions de même nom, mais avec des types différents. Ici, je vais lui proposer d'utiliser un double. Pourquoi pas? Je vais utiliser une autre signature avec un pointeur sur entier. Voilà. Et puis enfin, pourquoi pas, j'en rajouterai une dernière avec deux paramètres. Voilà. Donc toutes ces fonctions ont bien exactement le même nom. Maintenant, c'est moi qui, au niveau de l'appel, vais choisir celle que je veux invoquer. Si je fais un simpleDemo avec 3.0, nous avons bien une valeur de type double. Il ne pourra donc invoquer que et uniquement que cette fonction-là. On vérifie. Et donc effectivement, c'est bien celle avec le double qui a été invoquée en troisième appel. Dans le même ordre d'idée, je peux faire un simpleDemo et lui passer l'adresse d'une variable a. Alors, il me manque cette variable, je vais la déclarer ici, et j'imagine avoir un int a égale 100. Parfait. Et donc là, je demande à invoquer celle avec l'adresse de a. Donc, normalement, nous devrions invoquer celle avec un paramètre de type pointeur.
Regardez, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu ici mettre un nul PTR pour avoir le pointeur nul. Encore une fois, il semble que tout est parfaitement compilé. Et donc, il a invoqué celle, encore une fois, qui accepte un pointeur. Donc, cette signature-là. Et puis enfin, pourquoi pas, je peux avoir un dernier appel à SimpleDemo, qui ici prendrait une chaîne de caractères et une valeur entière. Je lance. Eh bien, effectivement, c'est bien la bonne fonction qui est invoquée. Alors là, nous avons affaire à de la surcharge de fonctions. Il faut savoir que la surcharge marche aussi avec la programmation orientée objet et avec le concept de méthode. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais je peux aussi rajouter le fait que vous pouvez avoir de la surcharge au niveau des opérateurs. On est bien d'accord, ici nous avons utilisé un opérateur inférieur-inférieur qui affichait une chaîne de caractères. Eh bien, si on regarde bien, ici nous avons un autre opérateur inférieur-inférieur, sauf que celui-ci accepte une valeur entière. Et puis ici même accepte un retour à la ligne. Vérifions. Et effectivement, l'opérateur inférieur-inférieur a bien fonctionné. Pourquoi? Parce que cet opérateur est redéfini pour un grand nombre de types. Je peux moi-même, si je le souhaite, faire ma propre redéfinition. Regardez, je vais faire une structure, c'est une structure bidon. J'imagine. Elle a deux champs, un int first. Allez, je vais l'appeler pair. Ce sera plus joli. Voilà. Donc un int first et un int second. Eh bien, si je le souhaite, je peux redéfinir un opérateur qui va me permettre d'envoyer une donnée de type pair. Pour ce faire, je vais, comme nom d'opérateur, utiliser opérateur parenthèse inférieur, excusez-moi, opérateur inférieur. Il prend quoi en paramètre? Il va prendre un noStream. Un noStream, c'est un flux en sortie, en output stream. Je vais l'appeler OS. Et il prendra un élément de type pair. Allez. En C++, je ne suis pas obligé de remettre le mot-clé struct. Je peux simplement dire que je prends une paire P. Alors pourquoi cet opérateur devrait renvoyer quelque chose? Effectivement, je renvoie le flux. C'est simplement pour pouvoir permettre la cascade. C'est-à-dire que si on réfléchit sur cet appel-là, effectivement cet opérateur a renvoyé cout, ce qui me permet d'enchaîner derrière d'autres types d'affichage. Du coup, comment vais-je procéder? Sur le flux sur lequel on me demande d'afficher, d'envoyer ma paire. Alors ça peut être cout, mais ça peut être n'importe quoi qui est un flux de sortie. Cout est typé comme étant un noStream. Regardez, si je mets ma souris dessus, vous voyez, il est typé OStream. Là, ça c'est l'aide en ligne de Eclipse qui me rappelle la définition de cout. Bon, sur n'importe quoi qui sera un flux de sortie, je vais pouvoir envoyer ma paire. Et donc, comment vais-je procéder? Pourquoi pas, on enverra d'abord le first, puis on mettra un séparateur, puis p.second. À partir de là, j'ai encore quelques petites erreurs. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut que je renvoie quoi? Le flux sur lequel je travaille. Et ici, oui, alors, ouais, petite erreur de ma part. En vérité, il y a une classe pair en standard dans C++. Donc pour éviter les conflits avec la classe existante, je vais préférer utiliser un P majuscule. Ce sera ma classe à moi. Voilà. Donc je viens d'éviter un petit conflit qu'il y avait avec un homologue déjà existant. Dans tous les cas, regardez bien. Ici, je vais faire donc une paire P. Je vais dire que P.first, c'est égal à 55.
p.seconde égale 66. Et à partir de là, je vais maintenant envoyer ma paire sur le flux. Vérifions si cela marche. Et donc effectivement, ma paire a bien été envoyée sur mon flux cout. Donc ici, nous avons une surcharge de l'opérateur inférieur. Donc en conclusion, vous pouvez réutiliser les noms de vos fonctions en C++. Ici, j'ai utilisé 5 fois le même nom, mais avec des signatures différentes. C'est la condition sine qua non. Je dois avoir à chaque fois une signature de fonction qui me permet de choisir quel appel va vers quelle méthode, vers quelle implémentation, excusez-moi. Et donc ici, nous avons un opérateur inférieur qui vient compléter la liste des opérateurs inférieurs déjà existants. OS opérateur inférieur avec p.first, utiliser un opérateur inférieur qui manipulait un entier et non pas une paire. Ici, je viens de fournir ma nouvelle définition et donc toutes mes surcharges étant bien correctement typées, le système est capable de choisir la bonne signature. Bon, voilà qui clôt cette présentation de la surcharge et donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci de votre attention.